je te donne un nouvel outil, tu joues avec. Tu l'utilises pas juste à l'utilisation que tu en avais. Tu te dis, je peux-tu l'utiliser plus? C'est là le fait de, tu te l'accapares, tu te tristes, tu te mets un peu à risque, puis pfiou, tu t'embarques, puis là, t'es rendu moi à faire des podcasts parce que j'avais pas prévu ça, moi, il y a 3 ans. Bonjour et bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on reçoit le seul et l'unique Benoît Brouillette, président chez Laplace. Benoît, on se connaît peu, alors j'ai demandé à mon ami Perplexity de m'aider à t'écrire une intro. On va voir à quel point l'IA est accurate tout de suite en partant. Alors, on me dit que tu es président chez Laplace, que tu es un passionné de techno et d'automatisation, que tu as piloté plusieurs projets d'IA très concrets dans le secteur manufacturier québécois. C'est très vrai. Perplexity a ses points. Yes, c'est bon. 2 morceaux de robot pour Perplexity. Merci d'être là. On va plonger direct dans ton aventure chez Laplace. Peut-être nous expliquer un peu comment t'en es venu à... Ouais, peut-être ton avant. Et puis, je devine qu'il y avait un avant, que t'es pas né dans l'IA chez Laplace. Comment t'en es arrivé là? Puis ensuite, on va poursuivre. Ben, je vais peut-être commencer avec Laplace parce que mon premier projet d'IA était dans du machine learning. Avant la vague GPT et de l'AI Generative. Après, je vais parler un petit peu de mon côté plus techno, puis ce qui m'a amené jusqu'à mon Eureka Moment dans l'utilisation de GPT et dans ce que je vois qu'on peut en faire dans les organisations. C'est parfait, ça. Laplace, on est une entreprise manufacturière sur la rive sud de Sainte-Julie. On est un manufacturier de solutions d'échantillonnage pour la détection des pathogènes. Ce que ça mange en hiver, c'est lorsque des entreprises de transformation alimentaire ou des agences de sécurité alimentaire comme le MAPAC vont faire des inspections. Et nous, on va produire les outils qu'ils utilisent pour pouvoir faire leur collecte d'échantillons pour le transport vers des laboratoires pour identifier s'il y a des pathogènes. Et on distribue ça dans 70 pays au travers de la planète. L'entreprise a été fondée en 1987 par ma mère. Je suis une relève familiale. Et l'entreprise a une particularité qu'on est sur des technologies uniques, donc tous les équipements sur le plancher, c'est nous qui les avons développés. Il y a un côté très fort dans l'organisation, dans la fameuse question make or buy. Ben nous autres, le buy est difficile parce qu'on a beaucoup de plaisir à make. On a un petit peu une approche builder et au travers du temps, j'ai fini par développer aussi l'approche de make, buy and learn. Donc, on achète les choses qui sont pas dans notre métier, on fabrique les choses qui sont dans notre métier et les choses qu'on n'est pas encore sûr si c'est notre métier ou pas, ben on peut s'essayer pour développer de la connaissance interne. C'est une belle philosophie, c'est intéressant, c'est stimulant. Oui, ben ça nous a amené justement à développer beaucoup d'automation en interne. On a une belle équipe d'ingénierie. Fait qu'on a commencé à faire de l'automation de base. Maintenant, on s'est rendu compte que l'automation marchait moins bien. On a commencé à mettre de la robotique. Là, on s'est dit, de la robotique qui fait juste un mouvement sans comprendre, c'est plate. On va rajouter de la vision. Là, en rajoutant de la vision, on a fait, maintenant qu'on est capable de contrôler nos produits en production, on est capable de contrôler la qualité. Et justement, ça, c'est notre premier projet de machine learning qu'on avait développé à l'époque, qui a été ma première expérience avec l'IA pour me rendre compte. Ça a été un échec monumental, ce projet-là. Dans les débuts, surtout quand on connaît peu la technologie, c'est de la magie. Fait qu'on a espéré que ça soit de la magie. On voulait récupérer tous les signaux dans notre machine. Vu que c'est nous qui la produisons, on a déjà le contrôle. Fait que ça devrait bien aller. Pour se rendre compte que non, la production de la machine a été faite non pas en une machine, mais en 3 machines qui se donnent service l'une à l'autre. Donc, l'information est pas toute à la même place. Fait que là, ça a fait, OK, bon, attends, on n'y arrivera pas, sinon on est obligé de faire de l'apprentissage non supervisé, qu'on n'a aucune idée où ça va aller. On va restructurer le code de la machine. Puis là, en restructurant le code de la machine, on a amélioré la vitesse de 25% au travers des dernières années. Fait que si on aurait fait un apprentissage machine learning il y a 8 ans, l'apprentissage, l'algo qu'on aurait développé aurait servi à rien parce qu'on a changé la réalité autour.
Donc, il n'aurait pas été aussi performant. Puis c'est de là que ça m'a appris, attends, il y a une certaine stabilité et maturité quand on vient dans des processus de machine learning pour des planchers de production. Fait qu'il faut vraiment s'attitrer à des processus qui sont matures ou des équipements qui le sont pour le faire. Fait que ça a été mon premier échec. Ça n'a pas bloqué sur l'idée d'en faire davantage. On en a encore. On essaie de relancer le projet justement sur une ligne spécifique en ce moment. Mais la définition de l'IA, pour moi, a beaucoup changé depuis ce premier projet à aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, en novembre, il y a 3 ans, il y a un chat GPT qui est sorti. Cette affaire-là. J'ai jamais entendu parler, là. Puis, j'étais tombé sur un article sur Internet au hasard. Puis à l'époque, j'étais déjà un petit peu à devenir un petit peu plus tech passionné. J'avais acheté une imprimante 3D de Prusa qui te servait en pièces démontées avec un petit sac de gummy bear. Puis là, il fallait que tu la montes. Puis là, quand tu as fini 3-4 pages, tu peux manger un gummy bear. Là, tu arrives avec une machine, mais à cette époque-là, ces machines-là, c'était zéro stable. Fait que débug tout le temps, injecte du code. J'avais jamais fait d'apprentissage là-dedans. Fait que tout le temps sur les forums, essayer d'apprendre et à développer, tomber dans le monde de l'open source, Octoprint, tous ces choses-là, je commençais à être passionné là-dedans, un petit peu plus ouvert. Là, justement, par ces canaux-là, j'entends parler de l'ouverture de ChatGPT. Je vais essayer cette affaire-là. Premier essai, oh, OK, il me parle, cool. Peux-tu me faire un code pour un petit programme qui m'enverrait un email tous les matins avec l'état du trajet et de la température? Il me l'écrit. Le code est pas bon. Mais juste le fait qu'il ait été capable d'écrire ce petit bout de code-là pour moi, qui n'a jamais vraiment rédigé du code, puis d'en arriver à pouvoir le débugger. Attends, non, cet outil-là c'est pas juste le test de Turing qu'on est capable de parler puis ça a l'air d'être un humain. Il est capable de nous donner de la valeur directe. Puis là, je suis devenu un peu la gang qu'on appelait les AI évangélistes. Là. Ça s'en vient, ça change le monde. Comment ça se fait? 3 mois plus tard, c'est toujours pas dans les journaux. C'est quoi qui se passe avec cette affaire-là? Hey, le monde doit se réveiller, ça va faire une claque. Les gens n'auront pas la chance de se transformer. Fait que j'ai même pris sur moi à ce moment-là. Puis là, j'étais rendu obsédé. Je passais 40 heures par semaine à écouter des vidéos YouTube, à aller essayer des petits codes. J'ai été d'un premier à utiliser les applications Baby AGI, Godmode à l'époque, qui étaient les balbutiements du reasoning dans les modèles LLM. Fait qu'on voyait, puis je voyais toute la communauté open source au travers de l'IA générative s'activer. Puis c'est la première fois que j'avais le sentiment de participer dans le edge science de ce qui sortait. Puis t'es des mois d'avance quand tu écoutes les YouTube puis tu essaies ces codes-là sur ce qui se fait dans les grands marchés. C'est comme non, il y a quelque chose à se mettre en tête, il y a quelque chose qui s'en vient pour les business, il y a une façon d'utiliser ça. Puis ça a vraiment été mon explosion. Par la suite, j'ai donné des conférences, j'ai essayé de former les gens, j'ai commencé à le faire utiliser dans l'organisation pour des petits codes, des petits outils. Puis le but, c'était juste d'aller vers des petites utilisations pour des petites choses qu'on fait en entreprise qui demandent beaucoup de temps, qui n'a pas de valeur, mais qu'on organise mal. Souvent, l'exemple que je donne, c'est le répondeur. Le foutu répondeur qu'on doit faire un message, là, ben, nous autres, on répond dans 70 pays, on le gère en 3 langues. Fait qu'il faut que tes 3 personnes qui parlent les 3 langues soient présentes. Puis là, il faut qu'ils t'offrent dans les 90 secondes que tu as pour faire ton message. Faut pas qu'ils se plantent. Fait que là, ils partent, ça rit, ça manque. 3 heures plus tard, ils ont du fun, ils sont plus vraiment sur la tâche. Puis, je voulais juste faire un message pour dire qu'on était fermé vendredi parce qu'on faisait un inventaire. Hey, Puis on est rendu samedi. c'est ça, de ça. Fait que là, avec un Eleven Lab, la capacité à juste l'écrire puis le pousser a changé tout le processus. Fait que maintenant, même les nouveaux employés, leur message d'accueil, ben on le génère la première journée qui arrive. Fait qu'il n'y a pas 2 mois qui attendent pendant que c'est la petite voix qui n'est pas encore enregistrée pour remettre leur message. Fait que ça vient juste créer des petits facilitateurs. Ben, écoute, je pense que c'est la meilleure réponse de début d'entrevue. Tu as couvert à peu près 80% de mes autres questions. On va y Et aller en je détail. comprends en même temps pourquoi tu as connecté avec Joe et que vous avez un peu la même passion pour l'IA. Écoute, j'allais te dire d'où vient la piqûre. Je l'ai. On va juste descendre les questions que tu as éliminées déjà dans ta première réponse. Est-ce que tu te souviens concrètement de ta première vraie expérience avec l'IA sur le terrain? Disons, tu avais ta première question où tu as vu le code puis tu as vu le potentiel, mais le moment où tu as essayé de l'appliquer, euh,
Ben, on peut y aller sur les méthodes vraiment, les petites affaires. Après ça, là, on peut s'entendre quand on est gestionnaire d'entreprise, la quantité de textes, de communication qu'on doit créer est assez faramineuse. Les courriels longs comme ça pour répondre à un buyer qui est en train de te bully avec des arguments bullshit. Ouais, j'ai commencé à faire de la rédaction un petit peu plus rapide avec du IA. Évidemment, il y a toujours une question de faire attention au style de l'IA, puis il y a des techniques pour être sûr que c'est ta rédaction avec l'aide de l'IA et non pas fais-moi un courriel d'insulte, s'il vous plaît, Sen. Euh, Quoi qui peut être le fun, celle-là, quand même. Ce que j'ai remarqué dans les dernières années beaucoup, c'est que mes courriels sont toujours rédigés par l'IA. Je pars d'un modèle, je dicte mon courriel, j'y vais en point de forme avec le foutu outil didacticiel d'Outlook qui fonctionne pas, qui met des points, des virgules partout, qui comprend pas la moitié des mots qu'on utilise. Mais une fois, juste ça, c'est suffisant pour créer le contexte d'activation, pour avoir ton ton, ton style, les mots que tu veux utiliser pour créer un courriel qui est très personnel. Il va juste, puis je suis dyslexique dysorthographique, fait qu'en partant, mes courriels sont longs à écrire. Mais quand j'ai développé cet outil-là, ben là, OK, attends, un gros courriel de réponse à un grand groupe américain. Attends une minute, on va t'arranger ça, puis et voilà. Fait que pour moi, déjà, du côté personnel, beaucoup au niveau des courriels sont venus des rédactions de politique, d'instructions de travail. On fait beaucoup de papier, fait que capable de passer au travers de tout ça rapidement est vraiment un outil très, très pratique. Puis moi, j'ai commencé dans les débuts, là, quand c'était vraiment juste un chatbot. Ouais, ouais. Aujourd'hui, avec sa capacité d'aller scraper le web, on s'entend-tu que des outils de veille pour suivre les sites web de mes compétiteurs, on en a un ou deux? Ouais, Euh, quand même. c'est tout ce qui est de la recherche réglementaire, les outils de recherche profonde dans les différents appareils devient ben, tu as parlé de Perplexity. Faire une recherche de l'art antérieur qui avant prenait des mois, à essayer de chercher l'aiguille dans le Neil Stack, si tu sais pas que c'est pas là, tu le trouveras pas, puis là, tu vas prendre du temps, puis souvent, tu vas te faire du plaisir à chercher plutôt qu'à essayer de trouver une réponse rapide. Des outils comme ça te donne le vocabulaire, ça te dit où c'est, tu commences à le chercher rapidement, et même que tu peux mettre les outils ensemble. Fait que ce que j'aime bien de ce temps-ci, quand on fait de la recherche de technologie, ben, recherche avec Perplexity, tous les influenceurs dans la technologie, download tous les manuels PDF, download toutes les informations, la recherche, les white papers, dépose ça dans Notebook LM, puis questionne Notebook LM sur l'orientation que tu as besoin. Tu as 10 000 pages de connaissances que tu peux juste questionner comme si tu un expert. Comme ça, tu trouves que ton expert, il manque un peu d'expertise dans quelque chose, va chercher des documents de plus, puis donne-y. Puis ça te gosse d'avoir à y poser des questions, tu veux pas l'explorer, fais-en faire un podcast. C'est vrai. By the way, on est un vrai podcast. On n'est pas un LLM ici, juste souligné pour tout le monde. Mais c'est peut-être ce qu'une IA dirait aussi, alors. Ouais, il y a ça. Claude est un peu shaky, là. Mais tu sais, je le vois même, des fois, on a des meetings qu'on se prépare à moitié. Là, l'improvisation aujourd'hui est quelque chose. OK, tu as reçu de la documentation, tu l'as reçu la veille. Là, tu as 2 heures de route pour te rendre jusqu'en Beauce pour une rencontre client, puis tu n'es pas en maîtrise de ton dossier. Donc, ça dans le Notebook LM, fais-toi un podcast, écoute-le 3 fois en 30 ans, puis tu es le gars le mieux préparé de la planète. Ouais, c'est quand même impressionnant pour ça. Puis disons, dans les applications de la place, l'IA, elle se place où? Puis où est-ce que ça a commencé un peu? L'IA a commencé vraiment dans des approches tools. Ben, c'est l'AI évangéliste qui passe 40 heures sur Internet qui fait comme on peut-tu le faire comme ça? Hey, on peut-tu générer nos photos puis nos arrière-plans des photos sur Amazon plutôt que de repayer un photographe à 10 000 la demi-journée pour prendre des photos? On peut-tu reprendre nos anciennes photos puis générer un autre Fait que c'était beaucoup. OK, j'ai-tu un petit outil dans lequel je peux venir sauver quelque chose que je sais qui nous coûte beaucoup de sous ou que c'est fait un peu lourdement? Fait que là, c'était vraiment d'entrer ces outils-là, énormément au niveau du marketing de l'équipe TI, juste pour essayer d'accélérer un peu les choses. Déjà, expliquer aux gens qui n'utilisent pas encore Perplexity, d'utiliser Perplexity peut déjà être un game changer dans leur vie, là. Fait que c'est un peu de donner ces outils-là, donner une politique pour être capable de les utiliser, les former sur les risques qu'il y a autour de l'IA. C'est pas parce que tu l'écris dans l'IA que l'IA s'en souvient. Mais si tu l'écris dans un IA qu'il ne te protège pas après sur une petite plateforme d'un web app, ben c'est toi le produit, c'est pas l'IA. Fait que comment est-ce qu'on on sensibilise nos gens à ça?
Et tranquillement, moi, de mon côté, ben, je me suis acheté un meilleur ordinateur. J'ai commencé à downloader des LLM open source sur mon ordinateur pour pouvoir les utiliser directement. Et là, je me rendais compte, attends une minute, hey, un petit Qwen 3 est capable d'écrire un courriel aussi bien qu'un ChatGPT quand tu l'as bien formé. Mais le ChatGPT, c'est pas ma technologie, puis j'ai toujours un risque de fuite de données avec eux autres. Comment est-ce que je peux amener ça en interne dans une utilisation où est-ce que je contrôle le carré de sable? Et c'est là que j'ai commencé à pousser un petit peu plus, à commencer à essayer de me développer quel serait le stack pour pouvoir donner accès à ces outils-là en interne. Parce que j'étais un peu, je voyais comment est-ce que Microsoft développait Copilot, puis me mettre un LLM dans lequel j'ai aucun contrôle sur les presets, la chaleur, la température, les top cas, jouer un petit peu sur j'ai aucun contrôle. Puis si on se souvient, Copilot, quand on lui demandait de réécrire, il réécrivait toujours la même chose. Tu demandes, non, non, c'est pas le même, réécris-le, puis il réécrit de la même façon. Mais ça, c'est parce qu'eux n'ont pas voulu se mettre à risque, puis ils ont mis une température de 0 sur le LLM. Fait que lui, il génère ce qui est le plus probable tout le temps pour éliminer le risque d'hallucination à l'époque où on ne comprenait pas encore c'était quoi des hallucinations. Fait que là, on est toujours pris dans l'espèce de carré de sable protégé. Tu n'es pas en contrôle de tes outils. Tu ne peux pas vraiment leur faire quelque chose. Il y avait Google qui avait commencé à activer Gemini sur voyons, nos search, espaces personnels. Puis là, ouais. tout d'un coup, on lui posait une question, puis il y avait des documents qu'on n'avait pas indexés qui devenaient disponibles. Hey, c'était le Far West. Puis ma confiance dans ces grandes entreprises-là, leur but, c'est pas de te créer un produit utile, c'est de te créer un produit qui donne une impression d'utilité pour te faire passer des transactions, prendre de l'argent, puis augmenter ton nombre de consommation de leur outil. Fait qu'on est un peu loin de mon métier à moi. Euh, Puis là, je regardais les logiciels open source qui sortaient, puis là, je voyais, j'avais identifié Olama, LM Studio comme étant des outils pour pouvoir aller chercher des modèles de Hugging Face, puis les jouer localement. Je me cherchais un outil pour être capable de travailler en low code, parce que comme j'ai dit, je suis pas un programmeur. J'utilise de plus en plus la programmation, mais je fais très confiance. Je suis plus dans du vibe coding que du coding, on va être honnête. Fait que je cherchais en me disant, ben, les vrais maîtres de l'utilisation de l'IA de demain, là, les agents, les gens qui sont formés à former des agents, c'est pas des programmeurs, c'est des managers. Parce que nous, on crée des systèmes prompts qu'on appelle des profils en entreprise. Après ça, on crée des méthodes qu'on appelle des instructions de travail. Puis on crée tout notre profil d'utilisation de création de valeur dans un flow. Ces gens-là qui vont mettre les textes, c'est beaucoup plus mes managers que le programmeur qui ne comprend pas le besoin après. Fait que comment est-ce que je peux, eux, les former à être capable de développer des agents qui sont utiles? Puis ensuite, comment je le mets à disposition face à mes employés sans tomber dans les outils de Teams que je ne contrôle pas. Là, il y avait un Open Web UI qui est disponible également. Fait que là, avec tout ça, ben, je me génère un stack dans lequel je peux avoir un LLM que je donne un comportement auquel je design des outils vers mon interface interne pour pouvoir venir faire des actions chez nous et faciliter le travail de mes employés. Fait que j'en suis arrivé à peu près en mai avec une idée. Je venais de voir N8N puis de me rendre compte que non, c'est N8N le produit qui va prendre le dessus. Où est-ce que tout le monde est un peu en train de s'aligner pour faire le contrôle un petit peu plus fin. Et en ayant trouvé ça, je fais bon, parfait. Maintenant, il me faut quelqu'un pour être capable d'implanter tout ça chez moi. Puis, je voulais pas aller chercher un consultant parce que malheureusement, les consultants à cette époque-là, beaucoup nous vendent encore le machine learning, nous parlent encore de fine-tuning parce que c'est dur de faire, de justifier la valeur d'expertise dans quelque chose que personne n'a encore de l'expertise. Puis la plupart des gens que j'avais rencontrés, je dénotais un peu beaucoup de bullshit. Genre, McKinsey, énormément de bullshit dans leur AI. Fait que là, j'ai fait, non, on va y aller, mais on va y aller à la bonne franquette. C'est-à-dire, on va pogner quelqu'un qui ne sait rien, mais qui a beaucoup de volonté, qui n'est pas un LLM. Fait que ça va être un stagiaire. Fait qu'on était trouvé un stagiaire à l'ETS qui faisait sa maîtrise en informatique. Il a commencé avec nous en juin. Il a fini de monter le stack en fin juin et avait monté notre premier agent d'entrée de commande en à peine 5 semaines. Ce que l'agent fait, c'est on connaît toutes les technologies d'OCR. Le problème d'un OCR de base, c'est que tu vas l'entraîner à des commandes clients. Moindrement que ton client change sa commande, ben ton service à la clientèle n'est plus là à rentrer des commandes, il est là à apprendre au système comment entrer des commandes continuellement. Puis il y a peu de flexibilité. Fait que tu es toujours un peu en rééducation où tu essaies de faire en sorte que tes clients ils restent toujours dans les mêmes modèles.
Mes clients sont à grandeur de la planète, j'en reçois encore en fax, ça se passera pas cette affaire-là. Puis là, je me rendais compte que les modèles multimodaux avec images, ben, ils ont une capacité de compréhension de ces commandes-là. Il faut juste être capable de leur donner une bonne instruction pour y arriver. Et qu'on a designé un agent qui, ce qu'on fait, c'est que tu rouvres le chatbot d'agent d'entrée de commande, tu dompes ta commande dedans en PDF. Lui, il va la lire, il va te donner un affichage, il dit est-ce que c'est ça? Oui, je confirme. Attends, ça marche pas dans les prix. Ah, rédige-moi le courriel pour le client que je lui envoie directement ou je confirme, rentre la commande à l'intérieur du système. Normalement, rentrer une commande, malheureusement, les ERP, on a une tendance à les contrôler parce qu'on veut pas que nos gens fassent des erreurs. Fait qu'à la place que ça soit des clics rapides, ben là, il faut qu'elle ait sélectionné dans une bande déroulante de 200 éléments celui qu'on a contrôlé pour le faire. Fait que rentrer une commande de 4 lignes, ça y prend 40 minutes. Mais avec un outil comme ça, en 3 minutes, la commande est rentrée. Puis il y a déjà un processus de double validation parce que l'humain et la machine valident l'information dessus. Donc, j'accélère grandement le service. Et en plus, quand c'est mauvais, ce qui est chiant, c'est de t'en rendre compte et d'avoir à aller à rédiger pour un client. Mais tu l'as déjà dans le contexte. Écris-moi le courriel pour ce client-là. Puis je vais juste le copier-coller dans l'Outlook. Puis là, maintenant, on va mettre l'outil pour lui dire, ben envoie-le là toi-même right away. Fait que, puis ça, ça a été notre premier outil très rapidement construit. Fait que après ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Puis juste pour dire, on n'a pas monté ça sur des hardware fous. Tu peux le monter dans le cloud, dans une zone fermée, puis tu vas être protégé. J'ai acheté un tiroir, un serveur vidéo usagé à 2000$. J'ai mis une carte 3090 dessus. La totalité m'a coûté 10 000$. Ça roule dans notre salle de serveur, puis ça permettait de gérer 3 agents en parallèle. Fait que c'est pas la grosse affaire. Puis là, on vient de se commander de recevoir le petit Sparks. Fait qu'on va augmenter la puissance là-dessus parce que depuis, on a rajouté d'autres agents, agents de politique interne, agents pour répondre les questionnaires de qualité. Donc, là, un questionnaire de qualité, il va te donner les réponses. Fait que d'habitude, c'est mes gros cerveaux qui devaient répondre à ça. Là, n'importe qui peut faire 90% de la tâche. Puis on arrive dans les grosses questions, on les rajoute dans la base de données la base de données virtuelle. Puis la réponse devient disponible aux autres fois qu'on va se la faire poser. Puis là, en ce moment, on est en train de travailler sur un dernier qui me tient chaud à cœur. C'est un agent de suivi de projet. Fait que lui va être directement connecté dans notre gestionnaire de projet. Et à tous les jours, à 4 heures, ben si tu n'as pas fait tes tâches, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui met leurs tâches à jour dans un gestionnaire de projet, ben c'est lui qui va Ça arrive t'écrire. pas ici, chez OpenMind, ça. Ah, OK, c'est correct. Je suis chanceux. Pas pour vous. Fait que lui, il t'écrit à 4 heures et tu lui dis ouais, t'es pas supposé faire ça, toi, aujourd'hui? Ah, je l'ai pas fait, excuse. Parfait. Je peux déplacer la date. Quand est-ce que tu vas l'avoir fait? Ah, tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais l'écrire le commentaire pour toi. Fais un processus qui te demande de l'activation, de l'énergie comme employé. Pensez à aller faire le tour. Pensez à retourner là. Un processus qui est plus passif. Puis ce que j'espère, c'est que cet outil-là, à un certain point, ben non seulement il puisse te l'écrire sur ton chatbot, mais que tu puisses carrément juste ouvrir le voice puis dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Fait que lui dire ta journée, puis tout prendre tes notes automatiques. Fait que tu pars ton téléphone sur le dash du char en retournant chez vous, tu vides ta journée, c'est réglé, tu n'as plus besoin d'y penser. Tu peux faire une session de thérapie en même temps aussi, j'ai l'impression. Lui confier comment tout a été ta journée. Ouais, non, mais quand même des c'est vraiment impressionnant, mais c'est une belle vision de comment rentrer tout ça. Puis justement, parlant de vision, là, je te demanderai pas dans 2 ans parce qu'à la vitesse que ça va, c'est très difficile de se projeter à plus que 2 mois ou 6 mois. Mais disons, qu'est-ce que tu vois en tant que personne qui connaît quand même un petit peu ça? C'est quoi que tu vois comme perspective sur ce qui s'en vient? Je vais me mouiller sur le 2 ans. Non? OK, OK. Parce que je peux pas me mouiller sur la force des AI dans 2 ans. Ça se peut qu'on soit rendu à l'AGI, ça se peut qu'on soit rendu à l'ASI, ça se peut qu'on soit rendu. Aujourd'hui, on a déjà des modèles LLM qui sont plus puissants, qui sont meilleurs qu'un PhD. Hey, j'ai pas juste des PhD ici, là. Fait qu'ils sont déjà meilleurs que la majorité de mes gens au travail. La complication n'est pas la qualité de l'intelligence du système, c'est dans l'intégration dans nos processus, dans notre métier. Fait que même s'ils nous sortent le meilleur AI dans 2 ans qui va remplacer, ben moi, j'ai encore des instructions de travail, des flows, des outils à créer. Et ça se créera pas de nulle part. Fait que aujourd'hui, ce que je pense, c'est
on continue à itérer dans ces petits processus-là de AI. Puis je reprends un peu l'exemple de mon outil qui rentre les commandes. Il y a des endroits où est-ce qu'il n'est pas capable. Là. J'en ai un client qui m'envoie des commandes, là, c'est quasiment s'il il m'imprime son DDoS. C'est à ne rien comprendre. Fait que là, il a fait une instruction particulière qui RAG, in context learning, il apprend à la faire, etc. Dans 2 ans, ça se peut que j'ai un modèle que j'ai pas besoin de lui donner cette instruction-là parce qu'il est assez fort pour le faire lui-même. Mais ce qu'il doit faire avec ça, c'est encore à moi de lui dire. Fait aujourd'hui, c'est important qu'on commence à faire devenir AI ready, c'est-à-dire d'être en contrôle de nos métiers, de nos flows pour être capable de savoir les outils nécessaires pour transformer certains de ces choix-là en agents IA pour être capable de permettre à nos gens de se concentrer sur des choses qui vont leur permettre de générer de la valeur, qui va beaucoup être dans la rencontre des humains, dans les anticipations de la construction des contextes pour les agents, puis la réorganisation des agents. Parce qu'un agent qui fait une erreur, c'est comme un employé. Tu réouvres son système prompt, tu réouvres son dossier employé, tu lui fais une note, tu rajoutes une instruction de travail, puis il améliore son comportement, puis tu le réévalues 2 mois plus tard pour voir si c'est devenu permanent. Tu le sacreras pas dehors, l'agent IA, s'il n'y arrive pas, tu vas continuer à l'itérer, mais Ça dépend des agents. ouais, ça dépend des agents. Il sort de chez nous, GPT. mais c'est un petit peu cette idée-là où est-ce que on a tous dans nos entreprises à faire cette transformation-là parce que c'est comme la fameuse transformation de l'arrivée des ordinateurs dans nos entreprises. Si tu rentres un ordinateur puis tu t'en sers comme une dactylo, tu n'as pas compris c'est quoi un ordinateur. Fait que de rentrer l'AI et je vais juste dire, je vais te donner un chatbot à tout le monde, ben tout le monde se ramasse avec un assistant. C'est pas ça qui va faire grandir ton entreprise, c'est quand tu es capable d'optimiser chacune des positions. Et ça, ben, je le dis souvent, l'IA a 2 directions. Tu as le coffre à outils de l'employé, puis le coffre à outils de l'organisation. L'employé se développe des outils de plus en plus puissants pour répondre à tes besoins, mais toi, tes besoins, il faut que ce soit de plus en plus clair pour être capable de le faire travailler aux bons endroits puis pas dédoubler. Fait que de notre côté, commencer maintenant, commencer à développer ces systèmes prompts, ces tools-là, le faire dans des petits points. Tu sais, je prends un exemple, le service à la clientèle en ce moment, l'outil qu'on fait, c'est pour leur permettre de rentrer la commande. Dans pas long, je vais y faire un outil capable de répondre aux courriels. Après ça, ben là, je suis capable de répondre aux courriels, recevoir les demandes, les attribuer et renvoyer. Fait que là, j'ai été capable de prendre la position de service à la clientèle au complet, puis de faire en sorte que toutes les opérations de base sont contrôlées. Fait que là, j'ai besoin, tous mes services à la clientèle deviennent des super agents. Eux autres, ils viennent régler les problèmes, optimiser les systèmes, puis ils évoluent là-dedans. Mais il faut y aller par petites itérations, par petits bouts de processus. Puis là, maintenant, tu as 80 du bout du processus qui a été mappé avec des agents. Là, tu es capable de les mettre ensemble, puis tu comprends c'est quoi que tes humains faisaient entre un et l'autre. Là, tu vas intégrer. C'est Puis vraiment encore, ça bien dépend. expliqué, mais ouais. Moi, puis j'en parlais justement avec Jonathan. Transformer une entreprise comme la mienne avec 35 ans d'expérience, des processus compliqués, etc., ça se fera pas du jour au lendemain. C'est pas nous qui allons gagner la course de devenir une entreprise unicorn qui transforme, qui gère au complet avec des robots sur le plancher et un ordinateur. On a à transformer notre organisation et elle est très complexe. Monsieur le boulanger de l'autre côté de la rue, là, qui en ce moment, il y a des gens au comptoir, lui est à l'arrière. Transformer son comptable, transformer son service à clientèle, transformer sa prise de réservation de salle, tout ça. Lui, en 3 mois, c'est fait. Il est déjà AI transform. Ces business-là vont être capables de. Puis faut qu'ils le fassent parce qu'ils sont les plus faciles à transformer. Fait que les premiers qui vont le faire vont venir voler la tarte des autres. Dans notre cas, à Exact. nous, il y a Ben des oui. processus un peu plus longs. Fait que les tartes vont être plus dures à voler, mais ça va s'en venir pareil. Mais on va être plus long à transformer. Puis il faut pas croire que les très grandes entreprises vont être les premiers à aller. C'est compliqué des processus d'affaires et des humains. Plus le dinosaure est gros, plus c'est long de le faire tomber. Là. Exactement. Où est-ce qu'on va être dans 2 ans? On va être encore dans cette transformation-là. On va avoir des modèles plus puissants, on va adresser des prompts différents, on va peut-être avoir mais ça va rester notre métier qu'on a enseigné dans nos serveurs, mais il va falloir le déconstruire et le reconstruire en IA pour être capable de l'utiliser pleinement. Fait que je vais probablement avoir accès à un AGI pour me partir une side business plus facilement que je vais avoir un IA en organisation qui va me servir comme l'ordinateur de bord de Star Trek. On n'est pas encore là. Et c'est intéressant, cette perspective-là il faut que l'IA devienne plus intégrée puis intelligente, mais il faut que nous, on devienne plus IA pour rentrer puis que les deux, on ait ce point d'inflexion où est-ce qu'on va pouvoir finir par se comprendre. Oui. Puis tu sais, travailler avec une IA, là, c'est avant, travailler avec un employé, c'est voici notre mission, go, on explore, on développe.
écrire un texte avant, ben c'est ça, tu commences à l'écrire. Maintenant, non, c'est quoi mon contexte? C'est quoi Tu travailles un petit peu comme si tu reviens à faire des rédactions écrites au primaire, là. Faut que tu fasses un plan avant. Oui, oui, Tu sais exact. pas, tu perds des points. Nos profs de primaire ont gagné. Il avait raison. Oh, non. Il avait raison all along. J'aime ça. Hey, c'est bon. Merci beaucoup, Benoît. On va finir ça avec une coupe de Rapid Fire. Fait que, qu'est-ce que tu dirais qui est ton outil go-to en IA en ce moment que tu aimes le plus utiliser? Ben c'est sûr, tout ce qui est chatbot, c'est notre outil interne dans lequel je me sens très sécurisé. Mon wow outil IA, c'est Notebook LM. Vraiment, cet outil-là est loin de tout ce que les autres ont développé. Ce que j'aime beaucoup, puis j'en donne un petit truc, là, souvent je dis aux gens, hey, moi je me suis étiqué sur YouTube. Faites pas mon erreur, écoutez pas les vidéos, mettez la chaîne sur Notebook LM puis posez des questions, ça va aller bien plus vite. Pour passer au travers de l'information, ça c'est vraiment Perplexity, Notebook LM sont des nouveaux superpowers qu'on n'avait pas avant. Versus un chatbot, ben tu peux remplacer ça par un paquet de stagiaires. Notebook LM puis Perplexity, plus difficile. Intéressant. Ben, sur ce, je te donne le mot de la fin. As-tu quelque chose que tu voulais nous parler aujourd'hui que je t'ai pas interpellé? Oui, ben tu sais, ça va faire quelques années justement, comme je m'implique à essayer de partager ma passion sur l'IA, notre méthodologie sur l'IA. Ce qui est important, c'est vraiment, je l'ai dit au début, le learn est primordial aujourd'hui. Toutes les entreprises doivent se laisser un peu de temps pour être capables d'aller expérimenter. Garder le human in the loop, là, garder la responsabilité par rapport à l'utilisation de ces outils-là, mais c'est quelque chose qui doit être fait parce que si on avait une pensée mathématique avant, là, il faut avoir une pensée statistique spécifiquement à travers de ça et ça se développe pas du jour au lendemain. Fait que plus on laisse nos entreprises le temps d'évoluer là-dedans, meilleur on va être, puis moins cher ça va nous coûter comme transformation aussi. Puis l'autre argument que j'ai, c'est si tu prends l'outil de quelqu'un d'autre, c'est de la dette technologique. Fait que c'est possible de bien choisir tes outils si tu t'es plongé dedans, si tu sais exactement ce qu'ils font, l'outil disparaît, tu sais ce qu'ils faisaient chez vous. Fait que encore plus l'utilisation des outils open source dans lesquels il n'y a pas de licence, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux les casser, changer la façon que ça fonctionne et les gérer on-premise pour pas payer tous les tokens à ces grands monstres de Microsoft, GPT, Anthropic, DeepSeek et Mistral, name it, il y en a plein. Leur but à eux autres, c'est de venir mettre un employé chez vous que tu vas les payer pour avoir. C'est des employés comme on en prend en location quand on a des soucis. C'est vraiment ça le business qu'on veut? Moi, je pense qu'on peut avoir ces employés-là en interne, dans notre propre maturité, avec nos propres couleurs et personnalités. Puis c'est là qu'on va avoir de la valeur puis des différenciateurs. Fait qu'il faut commencer à implanter ces services-là chez nous et à comprendre comment on va le faire pour les faire grandir. Fait que là-dessus, ben, j'invite tout le monde et tout le monde peut me contacter s'ils veulent avoir le stack, comment on l'a fait. On ne le fera pas pour vous parce que le but, c'est que vous appreniez, mais au moins, on va vous donner une solution ou vous pouvez venir voir la gang de Mind puis eux autres, ils vont l'arranger. Mais l'idée là-dedans, c'est de le faire aussi par soi-même, pour soi, parce que c'est vraiment dans notre métier, ce bout-là. Super intéressant. Fait qu'on revient sur ton buy, build, learn, qui, je trouve, ça simplifie tout ça, puis ça revient un peu à tout ça, là, d'être capable de l'acheter, de jouer avec, puis d'apprendre, puis d'itérer là-dessus. J'aime ça. Je vais aller apprendre quelque chose tout de suite. Merci beaucoup, Benoît. Autant j'encourage tout le monde qui écoute des podcasts de même. Des pépites, là, c'est 4-5 secondes dans un podcast, 4-5 secondes dans une vidéo, puis ça change notre façon de voir le monde. Fait que continuez à vous instruire. Puis merci à votre gang Open Mind de faire ces podcasts-là parce que des fois, on a l'impression qu'on est un peu laissé pour seul dans cette technologie-là, puis que les grands ont toutes les réponses. Non, ils n'ont aucune réponse, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Google sortait un papier qui disait « We got no moat » il n'y a même pas un an et demi. Ils ne savent pas quoi faire avec. Fait que c'est à nous de trouver notre solution puis à créer la valeur dedans. Génial. Ben, merci beaucoup, Benoît. Bonne journée et à une prochaine discussion, c'est sûr. On se reparle. C'est bon. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.
Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.